Bienvenue à tous. On va démarrer. Je vois que les portes se ferment. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. On va vous proposer ce sujet autour de la sustainability et de l'agilité à l'échelle. Et avant de commencer, on va remercier nos sponsors qui ont permis que cette nouvelle édition d'Agile en scène puisse se passer. Pour ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à poser vos questions sur Klaxoon avec le QR code qui est là. Et puis on va commencer à se présenter. Alors moi, je suis Clémence Knaebel. Je commence d'ailleurs par dire aussi qu'on va essayer de parler de façon assez courte parce qu'on amène autant de questions que de réponses finalement, donc pour vraiment garder du temps d'échanger avec vous. Moi, j'ai commencé ma carrière dans la presse, dans des journaux spécialisés en environnement et en développement durable. Après, j'ai fait un MBA à l'INSEAD, j'ai fait du conseil en stratégie et en innovation, entre autres dans la transition énergétique. Et aujourd'hui, je travaille un peu sur les startups d'État avec Betagouv pour le ministère de la Transition écologique et beaucoup avec Publicis Sapient, où mon rôle, c'est de faire en sorte qu'on mette plus, en particulier d'environnement, dans les projets, dans les offres telles qu'on les conçoit, dans les projets tels qu'on les vend et tels qu'on les livre à nos clients. Et moi, c'est Bruno Ressaguier. Donc moi, je suis un peu plus classique par rapport à la population d'Agile en scène. Je suis coach Agile à l'échelle. Je m'occupe également de l'académie de training de Publicis Sapient. Alors Publicis Sapient, c'est nous. On est une entreprise de 20 000 personnes dans le monde. On est répartis vraiment dans le monde. En France, on a racheté Xebia. Donc aujourd'hui, l'antenne française est notamment constituée d'anciens Xebia. Et puis, notre but, en fait, notre mission, c'est d'aider les entreprises à transformer leur business à travers des transformations digitales. Donc, on a un certain nombre de clients, on vous en a mis quelques-uns ici. Et pour opérer cette transformation digitale, on va utiliser assez souvent le framework SAFe d'agilité à l'échelle parce qu'on fait des transformations digitales d'assez grande envergure. D'ailleurs, en utilisant le framework SAFe, on s'applique à nous-mêmes nos propres remèdes. On est partenaire Gold en ce qui concerne la formation de nos clients, mais on est aussi Enterprise Partner, à savoir que nos collaborateurs sont certifiés SAFe. En parlant de SAFe, justement, est-ce que l'un d'entre vous aurait en tête quel est le pourcentage des transformations agiles selon le State of Agile Report qui utilise SAFe dans l'agilité à l'échelle? 53. Eh bien, c'est pas loin. Écoute, tu as gagné un Carbon Case for Change. C'est 56%. Donc, c'est quand même 56% par rapport à une myriade de frameworks. Ça veut dire qu'on a quand même un bras de levier assez intéressant si on se base juste sur SAFe, qui ne fait pas tout, mais qui est déjà un bras de levier assez massif d'un point de vue impact. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il est utilisé. Il y a un certain nombre de résultats qui sont présentés par Scale Agile. Un meilleur engagement des employés, une meilleure productivité, une meilleure qualité, un time to market plus rapide. Donc, il y a des raisons d'utiliser SAFe au-delà du fait que ce soit juste le numéro 1. Et puis, sans doute, vous êtes au courant, mais c'est quelque chose qui va nous impacter dans votre vie de tous les jours. Vous avez un opérateur, si c'est Orange, c'est développé en SAFe. Certains d'entre vous jouent peut-être à la console, c'est développé en SAFe. Certains d'entre vous vont faire des courses. Le site de e-commerce et une grande partie de la Digital Factory de Carrefour, c'est du SAFe. Et puis, si certains d'entre vous ont fait des travaux chez vous et qu'ils ont acheté du matériel électrique, c'est avec du SAFe aussi que c'est déployé. Et à partir de là, moi, je suis un peu venue voir Bruno et j'ai dit, SAFe, c'est super résultat business, beaucoup de bras de levier, donc très bien, mais c'est quoi les résultats pour la planète ? Et c'est un peu comme ça qu'a commencé notre réflexion pour se dire comment est-ce qu'on peut faire de SAFe, qui donc a cette ampleur et ce volume, un véhicule pour nous aider à porter la sustainability, le développement durable, même si je trouve le mot anglais parfois plus facile à utiliser, et en particulier pour nous, pour le moment, l'environnement. Et qu'en est-il... Pardon, vous aviez une question ? Non, j'ai cru que vous leviez la main. Qu'en est-il donc des résultats côté planète ? La première chose qu'on s'est dite, c'est SAFe, c'est avant tout quelque chose pour faire des produits numériques vite et bien.
Première constatation, le numérique, ça fait partie du problème. Aujourd'hui, c'est quelques pourcents à l'échelle globale de l'empreinte carbone. On va commencer par le carbone. Beaucoup de ces quelques pourcents sont dus au streaming vidéo, ce qui n'est pas forcément présent dans tout ce qu'on développe. En revanche, ça croît quand même vraiment vite. 6% par an, c'est pas neutre comme croissance. Et avec ce qui est en train de se passer en termes de generative AI, c'est pas ChatGPT et Midjourney qui vont ralentir la croissance du digital en tant que partie du problème. En même temps, SAFE, il permet aussi d'aller plus vite là où on a décidé d'aller. Donc, il y a une grosse question sur où est-ce qu'on a décidé d'aller. Et le digital peut aussi faire partie de la solution en tant que technologie existante, approche existante. Là, la Commission européenne dit, par exemple, si on appliquait seulement ce qui existe déjà à l'échelle, eh bien, on pourrait réduire de 15 à 20%. Il parle beaucoup de smart grid, d'agriculture de précision, ce genre de choses. Et c'est aussi beaucoup de choses qui sont en train de se passer avec des efforts de faire émerger non seulement des technologies, mais aussi simplement des business models. Par exemple, Bene Bono, qui réduit beaucoup le gaspillage alimentaire, enfin beaucoup de choses, ou tout ce qui est covoiturage, sharing. Donc beaucoup de choses qui se passent sans même innovation technologique, mais à travers des outils numériques et qui permettent aussi que le digital fasse partie de la solution. Donc la question qui se pose, c'est lequel l'emporte ? Et pour essayer de prendre ce problème à bras-le-corps, cette question à bras-le-corps, ce qu'on fait, nous, de plus en plus, c'est qu'en plus de faire un business case, évidemment, de tous nos projets avant de commencer à développer, on fait, pour l'instant, un carbon case, assez de plus en plus systématiquement. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est un projet qu'on a fait avec Renault. Donc, on voit que le problème dont on est parti, c'est une sorte de décalage. Donc, adopter les véhicules électriques, c'est bien. Passer des véhicules essence à électrique, c'est très bien. Mais il y a un décalage entre la progression de la demande, du coup, en station de charge et en charge, et la progression de l'offre publique, en tout cas. Et ça bloque beaucoup sur l'adoption. Et la réponse qu'on a conçue avec Renault, c'est une sorte de Airbnb des stations de charge qui fait que, où que vous soyez sur l'autoroute, sur les petites routes, dans les villages où il n'y a pas de station de charge publique, vous pouvez toujours avoir accès à une station de charge d'un particulier, avec en plus une place de parking dans les zones où il n'y en a pas beaucoup, ça peut être utile. Et on s'est posé la question, bah oui, mais donc il va y avoir du bénéfice potentiellement côté environnement, on va accélérer l'adoption de la mobilité électrique. En même temps, on va faire une app et l'app, bah, elle va utiliser des devices, du stockage, utiliser de l'électricité. Donc, est-ce que ça vaut la peine pour la planète de le faire ? Dans ces cas-là, on fait des modélisations, alors qui, comme un business case, sont imparfaites, s'appuient sur beaucoup d'hypothèses. On part des mêmes hypothèses en termes de nombre d'utilisateurs, de progression des utilisateurs, de nombre de réservations, etc., que le business case. Puis après, on peut les adapter à mesure que c'est déployé. Et là, on a fait l'hypothèse que accélérer l'augmentation de charges disponibles et utilisées, donc disponibles au bon moment, au bon endroit, allait juste accélérer de la même manière le report de l'hybride vers le tout électrique. Donc c'est une petite chose. Les gens qui auraient choisi un hybride dans la situation de référence, une petite fraction choisira plutôt un tout électrique parce qu'ils seront rassurés par cette solution. Et ça, ces hypothèses projetées jusqu'en 2030, ça nous donne, en prenant juste le différentiel hybride versus électrique sur la durée de vie, l'équivalent de la zone verte, donc à peu près 30 000 tonnes d'équivalent CO2. C'est comme si... c'est comme, je ne suis pas sûre du chiffre 2, je pense qu'il nous manque une unité, mais c'est comme 20 000 Paris-New York, Paris qu'on aurait économisé sur cette durée-là. Et après, on se demande, oui, mais notre app qu'on va faire tourner tout ce temps-là, toute la donnée, la duplication, tout ça, bah, si on estime, on arrive au petit carré rouge en haut à gauche. Donc, on peut faire des erreurs, c'est vraiment à la louche. Il y a aussi d'autres facteurs potentiellement de bénéfices qu'on n'a pas pris en compte, mais on se dit on peut avancer, on va suivre bien sûr les indicateurs, mais en tout cas ça nous donne une indication qu'on n'est pas en train de faire du greenwashing, que ce qu'on essaye de faire sert à quelque chose. Et la méthode qu'on a
à laquelle on essaye d'adhérer pour faire ces carbon case, je la trouve vraiment importante et intéressante. Il y a eu quelque chose qui s'appelle la Net Zero Initiative, qui a déjà commencé l'année dernière à travailler là-dessus, dont fait partie Carbone 4 et Jean-Marc Jancovici et d'autres. Et cette année, au printemps, ils ont vraiment officialisé leur guide de calcul des émissions évitées, avec une méthode qui dit vraiment déterminer le scénario de référence, déterminer les leviers par lesquels votre solution va changer ce scénario de référence, déterminer l'impact, etc. Et c'est bien parce que ça, souvent on se pose la question de réduire son impact en tant qu'entreprise avec Scope 1, Scope 2, Scope 3. Là, ça permet aussi de valoriser l'innovation en dehors de sa chaîne de valeur en disant, moi, si je produis par exemple de plus en plus de panneaux solaires, oui, certes, mon empreinte, elle va grandir. Par contre, l'empreinte globale, elle va réduire et cette méthode permet de valoriser ça. Donc, je pense que c'est important. Et ce qu'on voit aussi ici, c'est que cette méthode, et c'est ce qu'on fait nous encore aujourd'hui aussi, elle est très souvent appliquée à l'échelle d'un produit, d'un projet. Et ce qu'on voit ici comme Step 5, l'appliquer à l'échelle d'une entreprise complète, d'un portfolio, voire d'une industrie, on n'y est pas du tout. Alors justement, quand on passe à l'échelle d'une entreprise, d'une industrie, on s'est dit, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de le faire? Voilà, un projet, c'est bien, un produit, c'est bien, mais dans le portefeuille de Renault, il y en a des tonnes d'autres de produits. Et qu'est-ce qui nous indique qu'on va dans la bonne direction, sachant que, de toute façon, on n'a qu'une seule planète avec des limites planétaires assez établies. Et Safe fait partie de ces outils qui existent, hein, et donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour pouvoir atteindre nos objectifs? D'autant plus que, vu qu'on parle de transformation de sustainability, il y a beaucoup de points communs entre une transformation agile à l'échelle et une transformation sustainability. D'abord, il faut avoir une vue à la maille de l'entreprise, hein, donc une vue systémique. Ensuite, ça va demander du change management, oui, tout simplement. Et je pense qu'on est tous bien placés ici pour en parler. Il va falloir construire de l'awareness, il va falloir un engagement du top management. Donc, si on a déjà un peu ouvert la voie de transformation profonde d'entreprise, est-ce qu'on peut utiliser Safe pour pouvoir y arriver? Déjà, en fait, on peut se dire qu'il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser. D'abord, d'un point de vue organisation, Safe se base sur le lean et l'agile. Le lean, c'est juste de faire uniquement ce dont on a besoin. Donc déjà, on évite tout ce dont on n'a pas besoin. Et on réduit toute l'empreinte et on réduit à la fois des produits dont on n'a pas besoin et à la fois des actions dont on n'a pas besoin. On a besoin aussi d'optimiser l'entreprise comme un grand tout, comme quand on fait une transformation agile avec Safe. Et puis, derrière toute l'usine de production logicielle, il y a des changements profonds sur le reste des métiers de l'entreprise. Est-ce qu'on opère de la même manière? Est-ce qu'on sert nos clients de la même manière? Est-ce qu'ils achètent de la même manière? Est-ce que le service qu'on leur propose est le même? Eh bien, tout ça sont déjà des éléments aussi qu'on a pu entreapercevoir dans des transformations agiles à l'échelle. Pour continuer sur cette idée de quels sont les outils qui existent déjà dans Safe et dont on peut se saisir, qu'on peut transformer, sur lesquels on peut s'appuyer pour build in, pour vraiment injecter la sustainability à toutes les étapes. Il y a vraiment celui des indicateurs aussi. L'environnement, c'est une question d'ordre de grandeur. Si on néglige le quantitatif, on risque de passer à côté de l'impact avec de la belle com et des bonnes intentions, mais finalement avec pas du tout l'impact qu'on recherchait. Et Safe nous aide. Des ordres de grandeur, c'est quoi? C'est choisir, définir, au début évaluer, puis ensuite traquer des indicateurs. Et Safe permet vraiment de systématiser et de relier avec tout le reste ces indicateurs. Alors, quels indicateurs? Tout à l'heure, on a parlé de Carbon Case, c'est un début. Il y a la question de bien suivre toutes les phases. Là, on voit un petit peu sur la gauche de la slide un graphe, par exemple, de l'ADEME et ARCEP sur l'impact du numérique à différentes phases. Et on voit bien qu'il ne faut pas se contenter de l'usage, il faut prendre en compte la fabrication, parce qu'elle est extrêmement importante, surtout dans les pays où l'électricité est décarbonée comme chez nous. Donc vraiment, ce truc, un peu cette approche ACV, analyse de cycle de vie, de bout en bout. Vous reconnaissez peut-être aussi le donut de Kate Raworth et autres chercheurs.
Et là, il nous invite à dire, il n'y a pas que le carbon case, il y a l'impact case plus généralement, avec des plafonds environnementaux qu'il ne faut pas dépasser. On va voir que, en tout cas, qu'il faut essayer de moins dépasser qu'avant pour rester dans un monde vivable, des planchers sociaux qu'il ne faut pas non plus négliger. Et donc, ça fait beaucoup de choses potentiellement à suivre. Et il y a bien sûr des choix à faire. Alors pour moi, le premier facteur, c'est de se dire il va falloir qu'on prenne en compte notre matérialité. Donc avec cette idée de parmi tous ces impacts, parmi toutes ces phases, sur lesquelles moi, mon entreprise, a vraiment de l'influence et lesquelles sont des grosses poches et donc sur lesquelles moi, je vais me concentrer dans les indicateurs. La deuxième façon de gérer cette complexité, c'est aussi de s'outiller. Et pour donner un exemple, c'est ce qu'on utilise ça dans le Carbon Case pour faire le petit carré rouge, c'est-à-dire quel va être l'impact d'un système numérique qui peut être juste une app ou qui peut être beaucoup plus complexe avec des transferts, des fournisseurs, etc. On a conçu un modèle très complet, beaucoup plus transparent que tout ce qui existe aujourd'hui, vraiment avec des sources ADEME, une explication, des graphes qui permettent de suivre d'où vient chaque chiffre, qui peut être utilisé à très haut niveau au début quand on est vraiment en train de tâtonner pour définir ce que sera une innovation tout en haut de l'univers SAFE, et qui peut être au contraire utilisé beaucoup plus précisément et poursuivre quand on arrive plus bas. Et donc ça nous aide vraiment sur le Carbon Case. On va à terme l'étendre à d'autres impacts. Et il va être open sourcé vraiment dans les semaines qui viennent. Donc chacun pourra l'utiliser. Je vous encourage à le faire. Eh bien, en même temps, comme on se mesure pour atteindre des objectifs. Et on le disait, en fait, les transformations d'agilité à l'échelle, ça nous aide à aller plus vite à un endroit. Mais encore faut-il définir cet endroit. Si on veut creuser plus de puits de pétrole, eh bien l'agilité à l'échelle nous aidera à le faire. Et c'est peut-être pas forcément le but. Donc ça veut dire qu'il faut s'inscrire dans la stratégie d'une entreprise et que l'entreprise intègre ses objectifs dans sa propre stratégie, qui sera après présenté, communiqué, suivi à travers des OKR. Alors évidemment, ce n'est pas SAFE qui les a inventés, mais en tout cas, ça fait partie du framework. Et ces OKR, on peut très bien les diviser en plusieurs sous-catégories. D'abord, éviter tout ce qu'on peut éviter, donc ne pas produire une action qui va polluer, ne pas proposer un service qui ne va pas servir et qui a un impact. Substituer, si on ne peut pas éviter, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une solution alternative qui rend le même service, qui produit la même valeur, mais qui a un impact bien moindre? Ou si on ne peut pas substituer, au moins optimiser le service qu'on va pouvoir proposer. Un des exemples qu'on a noté ici, c'est un client chez qui j'ai pu être en début d'année 2023, c'est Orange, qui a intégré dans ses OKR le fait de faire de l'économie de matériaux, et pour ça, notamment au travers de la diminution des ventes de terminaux neufs. C'est-à-dire que pour réduire les ventes de terminaux neufs, ils vont proposer, donc c'est plutôt de la substitution, des terminaux de seconde vie à leurs clients. Et ça fait partie de leurs objectifs. Pour atteindre ces OKR, on a le portefeuille dans SAFE qui nous permet en tout cas, une fois qu'on a la direction qui est choisie, d'allier la stratégie avec l'exécution. Et au sein du portefeuille, en tout cas ceux qui connaissent, vous avez bien un Lean Business Case, mais pas encore un Carbon Case pour chacune des épiques. Et surtout, les métriques ne sont pas encore indiquées autour il y a des outcomes sustainability. Il y a d'autres outcomes qui sont mesurés, mais pas encore la sustainability. Donc il y a peut-être des choses à utiliser déjà dans SAFE, à ajuster, à adapter, déjà pour notre propre entreprise. Et puis après, si le framework peut nous aider de manière systémique, c'est encore mieux. Le produit, évidemment, c'est le cœur de tout ce qu'on construit dans le digital. C'est à quoi nous sert notre produit. Là, il y a tout un tas de bonnes pratiques à la fois pour réduire l'impact du développement de notre produit, du développement de l'usage de ce produit-là. Mais ce qu'on veut aussi, c'est avoir un produit qui serve. Donc, toutes les techniques de MVP, de feedback utilisateur, d'intégration des retours, et puis de minimiser le nombre de features qu'on va faire sur
seulement celles qu'on veut pouvoir utiliser, va pouvoir aussi nous permettre d'avoir des produits avec des impacts moins grands. Et puis, alors, on pourrait faire en fait tous les schémas qui sont ici, hein. On ne va pas le faire, je vous promets, c'est le dernier. La maturité aussi, hein. SAFE propose un assessment de maturité agile qui impacte un certain nombre de dimensions. Une des choses qui serait intéressante aussi de mesurer, c'est à quel point est-ce que notre entreprise, en tant que groupe d'individus, en tant qu'entreprise technologique ou pas, va progresser dans sa capacité à réaliser des produits qui sont plutôt en ligne avec des objectifs planétaires. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, on n'a pas noté non plus toutes les autres choses. On peut parler aussi de Customer Centricity. On fait tout ce qu'on fait, on le fait pour le client. Il faut aussi que le client le désire. Mais cette fois, ça veut dire qu'il ne faut pas que ces désirs aillent à l'encontre de la planète. Donc tout ça, on est sur un certain nombre de balances, de problématiques à aller chercher. Et pour compléter ce que dit Bruno sur Customer Centricity, un autre sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est les Behavioral Science au service de la Sustainability pour aussi faciliter l'adoption, etc. Et bon, super, c'est facile, c'est bien, on y va? Non, c'est pas facile. Et c'est l'autre chose qu'on s'est dit donc, en commençant à travailler ensemble. Les deux difficultés principales auxquelles on sait qu'on va se confronter, la première, elle n'est pas du tout spécifique à SAFE. C'est que l'économie, c'est clairement pas conçu pour sauver la planète. On voit toutes les tensions qu'on peut imaginer. En particulier, ça c'est le rapport du GIEC qui dit on ne va pas y arriver juste par la technologie. Là-dessus, il y a un consensus assez net. Récemment, il y a eu le SPGE, la planification, l'organe de planification française écologique, qui a rendu un rapport vraiment dans ces dernières semaines et qui dit aussi la sobriété, c'est vraiment une partie très importante. Alors, on peut faire de la sobriété avec de la croissance, mais quand même, les dirigeants, ils trouvent ça pas facile. Et par exemple, ici, c'est une citation d'un dirigeant d'une entreprise industrielle à Change Now. Il dit, c'est Christophe Guérin de Nexans, il dit, moi, je suis la seule entreprise cotée qui refuse d'avoir un objectif de croissance volumique, parce que croissance volumique, c'est croissance d'emploi des ressources, croissance d'utilisation de l'énergie, croissance de ce qu'on rejette. On peut y déroger un petit peu, mais on ne peut pas découpler complètement. Et ça, vraiment, tous les rapports disent le découplage absolu, non, on n'y croit pas. Et donc, lui, il dit, moi, je cherche pas la croissance volumique, par contre, je mise sur la profitabilité. Et vraiment, j'ai des objectifs environnement et profitabilité. Et il dit, honnêtement, alors, le jour où je ne suis pas profitable, je suis dehors, mais j'arrive à peu près à naviguer comme ça, mais ce n'est pas facile pour les analystes d'y croire. Donc même les convaincus, ils disent « j'ai du mal à naviguer ». Donc il y a quand même des vraies tensions constitutives qui ne sont pas si évidentes à résoudre aujourd'hui. Et elles ne sont pas évidentes à résoudre, ce n'est pas facile à combiner, et on le voit parce qu'on passe des seuils, on continue à passer des seuils, on a du mal à freiner. Il y a le 14 septembre, on a passé un seuil qui a été défini plus récemment, qui concerne les microplastiques, des polluants organiques, des choses qu'on ne traçait pas forcément avant. Et aujourd'hui, voilà, les plafonds environnementaux, on n'est pas loin de... Enfin, on n'est pas confortable. On a la tête qui touche bien le plafond. Alors, il y a beaucoup d'outils qui émergent. Et je ne sais pas si vous reconnaissez certains des visages sur la gauche. Est-ce que vous en reconnaissez certains ? Ouais, voilà. Donc, entre autres, il a beaucoup travaillé sur cette notion d'émissions évitées. Il travaille aussi sur une redéfinition de la valeur, parce que, par exemple, il dit, moi, les gens qui travaillent chez moi, ils pourraient être beaucoup mieux payés ailleurs, vu leur diplôme, mais la valeur, pour eux, ce n'est pas la même chose, et ça leur permet d'être profitables sans forcément avoir exactement les mêmes modèles. Est-ce que vous en reconnaissez d'autres ? Est-ce qu'il y en a qui boivent du thé Damam Frères, par exemple? Tout en haut, c'est Erika Lenohan, qui est directrice de Damam Frères, qui est devenue entreprise à mission en juin dernier. Donc, je trouve aussi très intéressant tous les outils de type mission, objectifs, la loi Pacte, qui permet de mettre ces objectifs dans les statuts et d'être vérifiés régulièrement par des auditeurs externes sur ces objectifs. Tout à coup, ça change tout. Une fois qu'on a accepté ça, l'alignement devient plus facile à maintenir. En dessous, on a Christophe Guérin de Nexans qui, lui, du coup, redéfinit vraiment c'est quoi les valeurs qu'on cherche. En dessous, on a
Pascal Demurger de la Maïf, qui redéfinit aussi beaucoup qu'est-ce que c'est la valeur, comment on l'atteint, tout en maintenant une profitabilité. Ils avaient une conférence hier sur Maïf, entreprise agile, et ils utilisent beaucoup le numérique pour ça. Et tout en bas, c'est Emmanuel Faber, qui est plus chez Danone, mais où il a eu du mal aussi à réconcilier ce que les investisseurs attendaient de lui et son ambition environnementale et sociale, et qui, lui, en ce moment, travaille avec l'IFRS, donc les normes comptables, sur l'ISSB, qui sont des normes de reporting non financiers, et CSRD, c'est l'équivalent un peu européen. Et tout ça, c'est petit à petit, les entreprises vont avoir à faire une comptabilité non financière, environnementale et sociale aussi ambitieuse, précise, vérifiée que pour l'argent, et ça va changer pas mal de choses. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui émergent. Par exemple, il va y avoir beaucoup de travail sur l'adaptation à faire. L'exnovation, c'est aussi important que l'innovation, parce que si on continue à ajouter sans jamais rien enlever, ça va nous poser des problèmes aussi. Bon, il y a d'autres sujets. La dernière chose que je veux dire, c'est que tout ça, c'est très bien, mais on observe les mêmes difficultés sur ce genre d'outils que sur le domaine plus petit des émissions. Il y a un gap dans les commitments, il y a un gap dans ce qu'on s'engage à faire, entre ce qu'on s'engage à faire et ce qu'il faudrait faire pour rester en dessous des plafonds. Et en plus, il y a un gap dans l'implémentation. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on allait le faire qu'on va vraiment le faire. Donc, peut-être Safe peut nous aider un petit peu là-dessus. Ouais, et je vais essayer d'aller vite parce qu'on on va exploser le timing. En effet, en fait, pour toute transformation, on a plusieurs, on va avoir plusieurs freins. Le premier, c'est l'engagement du top management. Donc là, on a pu voir un certain nombre de PDG comme exemple. Si ça ne fait pas partie de la stratégie et que les dirigeants, le top management ne sont pas engagés, ça va être compliqué de pouvoir progresser là-dessus. Il y a aussi la résistance au changement interne. Ce n'est pas parce que les chefs l'ont décidé qu'on va tout de suite exécuter. Il y a des façons de faire qu'on a fait tous les jours, et certains vous disent oui, ça ne fait pas forcément plaisir au marketing qu'on diminue le nombre de ventes volumiques. Oui, forcément, ça ne leur fait pas plaisir, et donc on va avoir cette résistance au changement interne. Il y a besoin de construire également de l'awareness, de la connaissance. Ce n'est pas inné de savoir développer des produits sustainable, ce n'est pas inné d'arriver à atteindre des objectifs de sustainability. Et donc, il y a un grand besoin de formation, d'upskilling, d'accompagnement également à mettre en place. Et puis aussi, le lien entre la stratégie et l'exécution. Ce n'est pas parce que ça fait partie des OKR qu'on sait encore le faire et qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc ce gap va être ultra important à pouvoir traiter dans ce type de transformation. Bon, alors nous, c'est nous, hein, c'est Publicis Sapient, et on est organisé avec 5 grands piliers, et en fait, on part de la stratégie de l'entreprise. On a dans nos piliers la stratégie avec des anciens consultants BCG, McKinsey, etc., qui nous aident en fait à redéfinir le lien. Et puis, on est intrinsèquement, on casse nos silos à nous. On essaye de casser nos silos, en tout cas. Ça fait partie vraiment de qui on est, de faire travailler ensemble les gens. Dans une entreprise, il y a besoin aussi de cette transversalité. Il y a besoin également de pouvoir travailler ensemble. C'est ce que fait l'agilité, d'ailleurs. Et puis, sur le framework en lui-même, alors pour ceux d'entre vous qui pratiquent Safe depuis assez longtemps, vous avez sans doute vécu le passage de Safe 4 à Safe 5. Bon, quand c'est arrivé, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était le passage de un truc IT pour les techos à on va commencer à réfléchir à l'entreprise en elle-même, parce qu'en fait, le digital, c'est pas fait juste pour se faire plaisir avec du code, c'est aussi pour servir un enjeu business. Et donc, il y avait un vrai jump entre la partie 4 et la partie 5 autour de la business agility. Eh bien, on peut se poser la question. Et la version 7, sur quoi est-ce qu'elle sera? On espère évidemment que ce sera sur toute sustainability. Et du coup, parmi les grands bénéfices business, est-ce que Safe peut nous aider justement à atteindre nos objectifs de sustainability? Pour ça, on va justement inviter le CEO de Scale Agile le 27 octobre, qui s'appelle Chris James, et autour d'une table ronde, donc avec un nombre de participants limité. Et si vous voulez participer, rejoignez-nous au stand et puis on regardera pour mettre sur la liste des candidats pour pouvoir interroger Chris James justement là-dessus.
On a créé un Carbon Case for Change que vous pouvez aller télécharger ou que vous pouvez aller récupérer sur notre stand aussi. Donc n'hésitez pas à aller regarder un peu comment on pose la question de la cohabitation des transfos digitales, des transfos à minimum Carbon Case et si possible Sustainability. Et puis on a besoin, là on le fait nous à notre échelle, avec notre entreprise, avec notre client, mais il y a besoin de plus. On n'est qu'un toute petite partie à faire ce qu'on peut faire à notre échelle. Et donc, on a besoin de la collaboration de tous. Donc, faites-le pour vous, pour vos collègues, et puis aussi pour notre planète à tous, puisqu'il n'y a pas de deuxième planète, de planète B. Voilà, on est pile à l'heure, c'est ça? On a un peu dépassé de... On voulait être en avance et parler moins, mais moi, je trouve ça trop intéressant. Alors, à chaque fois, je déborde. Mais on peut... là, on a le QR code que vous pouvez flasher pour être informé des tables rondes de ce type et autres. Et à droite, le feedback. Et puis maintenant, oui, on a fini, on passe la parole au public. Et moi, j'ai envie de dire, première question, est-ce que vous incluez déjà la question de sustainability avec SAFE ou est-ce que ça reste deux domaines complètement séparés? Oui, alors moi je travaille chez Engie, donc bon, un énergéticien, un peu quand même dans les fossiles, mais enfin on essaye de s'en sortir. Et en fait, on est devenu entreprise à mission il n'y a pas si longtemps que ça, et donc avec un objectif très fort qui est décarboner, enfin être net zéro en 2045. Et pour ça, en fait, il y a ce qu'on va produire nous, et puis il y a l'énergie qui est produite chez nos clients et pour lesquels en fait on peut les aider à décarboner plus vite. Et en fait, cet objectif, il est tellement fort que quand on fait des transfos safe et quand on commence déjà aussi sur les OKR, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a toujours des résultats clés, enfin un objectif autour de ça et puis des résultats clés qui sont précis. Et quand on déploie SAFE, ce que j'aime bien, c'est qu'on aligne et puis que la priorisation est commune. Donc quand on fait la priorisation, notamment des épiques et tout, quand on fait du LPM, fatalement, l'alignement aux OKR compte dans la valeur. Donc ça finit par infuser et à faire ce lien-là. Et Engie, d'ailleurs, a fait partie d'un consortium qui a beaucoup travaillé sur comment quantifier et valoriser les émissions évitées aux clients, parce que ce n'était pas forcément évident il y a quelques années de dire... non, il y a eu une vraie impulsion il y a quelques années. Alors là, on parlait d'Emmanuel Faber qui est parti, ou c'est Isabelle Cocher. Isabelle Cocher, ça aurait pu partir aussi. Pour autant, en fait, ça reste quand même assez fort. Et il y a eu cette transformation en entreprise à mission. Mais avec SAFE, effectivement, dans les endroits où il y a du SAFE, ça infuse plus facilement, en fait, parce qu'on aligne les équipes, on est en capacité de prioriser régulièrement, donc ça infuse. Eh ben, on aimerait bien organiser, enfin nous, ça nous intéresserait d'organiser avec vous, je pense, un témoignage autour de ça. Et ailleurs. Sinon, vous pouvez nous dire aussi comment c'est difficile ou d'autres réactions. Alors, je n'ai pas une réponse, mais j'ai une question. Déjà, merci beaucoup pour avoir évoqué ce sujet. Là, on voit deux expertises qui sont un petit peu différentes. On a une expertise sur la sustainability et une expertise sur SAFE. Comment vous l'abordez aujourd'hui chez vos clients quand vous utilisez SAFE pour la sustainability? Est-ce que c'est une collaboration entre des experts sur la sustainability et des experts SAFE, ou est-ce que dans votre développement, vous avez aussi prévu d'avoir des profils un petit peu hybrides? Alors déjà pour nous, en tant que collaborateur Publicis Sapient, déjà première chose, tout le monde passe à la sensibilisation sustainability. Tout le monde y passe, que ce soit sur le développement de produits, alors plutôt tech pour les profils tech, plutôt produits pour les profils produits, plutôt direction d'entreprise pour la direction d'entreprise. Mais tout le monde y passe, déjà d'un point de vue training. Et de même que d'un point de vue training, tout le monde passe sur c'est quoi l'agilité et puis c'est quoi l'agilité à l'échelle. Donc on ne va pas produire des multi-experts, mais on fait en sorte de construire des ponts, en tout cas entre les expertises.
Ça, c'est au point de vue des collaborateurs. Ensuite, quand on dit qu'on essaye de construire des ponts, typiquement, ce qu'on est en train de faire, c'est un pont qu'on construit entre nos deux expertises, mais on n'est pas que tous les deux, en fait. Hein. Cette conf, elle aurait pu être faite avec d'autres types de profils, parce qu'en fait, on ne l'a pas construit que tous les deux. Il y a une coalition du changement chez Publicis Sapient pour travailler sur la sustainability, avec le temps qu'on peut dégager par rapport à notre mission, et justement, qu'est-ce qu'on peut faire après avec nos clients. Ça, c'est la manière dont on traite nos collaborateurs. Et puis après, comment est-ce qu'on va adresser ce sujet avec nos clients? Il commence à y avoir cette offre Sustainability déjà qui se met en place. Et puis, en utilisant tous les outils du digital hein, qu'on a développés en interne, parce que c'est aussi notre cœur de métier, et en essayant d'allier les deux. Oui, bonjour, Paul-Henri Fallour de Schneider Electric. J'ai en charge les deux sujets pour l'entreprise, qui sont les deux sont combinés. Ça, c'est intéressant que ça peut aller de pair, même si là, vous parlez beaucoup de l'aspect digital, qui représente uniquement 4%, donc c'est important, mais il y a d'autres priorités. Je pense qu'au niveau de tout ce qui est solution un peu plus produit, hardware, hein, la partie hardware, c'est aussi un élément important. Je reste encore pas complètement convaincu que Safe et Sustainability, dans le cas de la partie hardware, c'est la réponse. Hein, on est en expérimentation sur le sujet. Mais est-ce que vous avez une expérience sur le sujet? Est-ce que ou c'est essentiellement dans le domaine digital que vous pensez que les deux vont de pair, on va dire globalement? Sur la partie, après, pour moi, Safe, si on sait appliquer Safe sur le hardware, alors on sait mélanger Sustainability à Safe sur le hardware. Dans ce qu'on fait en termes d'évaluation de valeur, c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend en compte complètement le hardware dans la partie verte, c'est-à-dire qu'on va déduire finalement, si j'utilise un produit physique pour avoir un impact positif, l'impact positif, il est net après que j'ai enlevé l'impact négatif du produit physique, par exemple. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas eu le cas de dire... par exemple, si on fait des choses comme des livraisons, là, il y a un impact dans le monde physique qui est très net et qu'on prend en compte. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, dans les différents cas où je l'ai appliqué, le petit carré rouge en haut à droite, donc qui est dans notre chaîne de valeur, il est software. Mais ça n'empêche le hardware, ça ne sera juste pas notre modèle que je vous ai montré tout à l'heure. On s'appuiera sur des bases de données, et encore, parce que dans ce modèle, on a, par exemple, toutes les bases de données des fabricants, de Lenovo, etc., sur lesquels on s'appuie pour quantifier l'impact de la fabrication des terminaux, des serveurs, etc. Donc on peut tout à fait concevoir de modéliser l'impact hardware de la même manière dans notre chaîne de valeur et de l'étendre de cette manière-là. Je ne vois pas de barrière systémique, même si on ne l'a pas fait beaucoup aujourd'hui dans cette quantification chaîne de valeur. Scope 1, scope 2, scope 3, quoi. Et vous avez déjà un peu d'expérience là-dessus? On essaye, en tous les cas on avance, parce que ça fait partie aussi, on est entreprise à mission, on a été reconnu au niveau international comme étant dans une entreprise durable, donc c'est une obligation, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Moi je pense que la partie agile évidemment est un moyen d'y arriver. Je pense que les objectifs sustainability, si on n'a pas d'approche agile, on ne peut pas y arriver, donc c'est beaucoup dans l'expérimentation, dans la découverte, dans la mesure, voilà, donc c'est pas spécialement lié à Safe, même si Safe est un cadre de fonctionnement. Véhicule. C'est un véhicule, voilà. Donc après, ce qui est intéressant de voir, c'est comment on intègre des concepts. Par exemple, chez nous, on met toute la partie éco-design énormément dans nos produits, c'est-à-dire qu'on oblige nos nouveaux produits à avoir une empreinte carbone plus faible que le produit qui le remplace, c'est quand même mieux. Oui. Sachant que ça représente 80-90% de l'empreinte carbone aujourd'hui de ce que l'on peut faire. Voilà, donc je dirais c'est plutôt comment on intègre éventuellement le sujet sustainability partout, y compris dans le développement, quelle que soit la méthode qu'on utilise. Voilà, donc c'est surtout ça qui est le plus important aujourd'hui. Et là où je vous rejoins, c'est qu'avant tout, c'est une question de transformation, de change, de sensibilisation, d'accompagnement, prise de conscience. Et puis voilà, c'est la théorie des petits pas, c'est que chaque chose est importante à tous les niveaux. Je ne dis pas que le software, c'est pas important, c'est hyper important, mais quand on regarde l'ensemble des priorités aujourd'hui sur la sustainability... Non, puis c'est le software au service d'eux. Et voilà, donc là, on prend le véhicule Safe pour embarquer le sustainability. Ce serait plutôt dans l'autre sens, c'est sustainability first, et après la partie Safe ou autre qui peut aider à aller plus vite sur le sujet. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci.
Je pense qu'il nous reste quelques minutes. Il nous reste 5 minutes. Sinon, moi, je veux bien ajouter un petit point sur votre question de tout à l'heure. Je ne sais pas quel est votre nom. D'accord. Pour revenir sur, pour complémenter ce que tu as dit, Bruno, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des profils plutôt hybrides. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même étudié l'informatique, je connais pas mal le développement, et en même temps, sustainability. Je travaille beaucoup avec un data scientist qui a développé ce modèle, mais qui est passionné de sustainability, qui a beaucoup investi dedans. On a IAD qui a monté des startups en énergie et en même temps qu'un agiliste. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup porté par des profils hybrides. En revanche, notre enjeu de systématiser les outils, et c'est là que SAFE va être un bon véhicule en les mettant sur la route de tout le monde, en fait. Pour pouvoir avancer, il faut cocher cette case-là, comme avant, comme on a mis Customer Centricity sur la route. Si on arrive à mettre Sustainability sur la route de tout le monde, on sera plus dépendant de profils comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas valorisés. Et par exemple, aujourd'hui, comme tu disais, tout le monde est sensibilisé, mais en particulier les gens qui sont vraiment data scientists et engineering, ils prennent vraiment en main ce genre de modèle, ils doivent vraiment savoir l'appliquer, donc on les pousse particulièrement à comprendre l'impact de ce qu'ils font et à connaître les bonnes pratiques pour le réduire. Mais je pense que notre enjeu de créer ces outils, c'est justement de réduire la dépendance à ce type de profil. On peut redonner quelques minutes s'il n'y a pas d'autres réactions, commentaires. Est-ce que ça donne envie de mettre les bouchées doubles sur la sustainability? Est-ce que vous dites que ça peut aider un petit peu? Est-ce que si on imagine qu'on se projette dans l'avenir et que SafeSet a fait ce pas et met sustainability vraiment dans le schéma et dans les cases à cocher, est-ce que ça peut aider? Ouais. Et de mettre le sujet sur la table, en tout cas. Moi, j'ai peur que ça aide pas vraiment, en fait, parce que on en revient le problème. Est-ce que c'est pas finalement lié au capitalisme, le fait que on veut produire plus, dans le sens où on veut gagner plus de richesses, et ça, c'est si on remonte sur finalement les directeurs qui ont été lourdés, c'était plus lié aux actionnaires. Donc finalement, moi, je trouve que le problème il est au-dessus. SAFE, ça permet d'organiser une entreprise pour qu'elle soit productive de la bonne manière. Ça va faire des économies, mais on ne sera pas à l'échelle, en fait. Pour moi. C'est pas SAFE qui a permis qu'Engie décide de devenir entreprise à mission. Oui, on va optimiser les entreprises. Je suis d'accord qu'on va avoir des économies. C'est comme le lean. Enfin, on va éviter beaucoup de gaspillage. Mais finalement, typiquement, si on reprend l'exemple de Renault, tant qu'ils continuent de produire des grosses voitures, finalement, leur bilan carbone il sera toujours énorme. Donc, et en même temps, le calculer à l'échelle du portfolio, ça peut permettre, surtout si les investisseurs sont demandeurs, d'optimiser le portfolio dans cette direction. Mais oui, c'est pas facile et ça, c'est pas d'un claquement de doigts. Bonjour, merci pour cette conférence. Déjà, c'était très intéressant. Alors, moi, je suis mitigée. Je suis très sensible à tout ça. Je sens aussi que les entreprises sont dans une démarche RSE sans vraiment l'être. C'est ce que je ressens en allant en mission à droite à gauche. Et moi, je suis persuadée que la notion de bottom-up, que ça vienne vraiment de l'opérationnel en montrant des actions vraiment réelles qui apportent des résultats, ça va permettre d'insuffler aussi. Ça ne viendra pas toujours. J'ai l'impression que c'est biaisé, en fait, quand ça vient plus du hub, des leaders. Je pense que les vrais relais sont les opérationnels qui peuvent avoir de la vraie valeur ajoutée sur la chaîne. Donc D'accord. Ouais, on est. Je ne sais pas si on l'a bien exprimé, mais pour moi, une des valeurs de prendre ce schéma SAFE où il y a du bottom-up et du top-down, c'est de se dire où c'est nos leviers principaux pour justement valoriser et encourager la sustainabilité. Et c'est pas qu'en haut. C'est difficile de faire s'il n'y a pas qu'en haut, mais il faut aller à d'autres endroits. Je suis tout à fait d'accord. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est un petit peu la course à la RSE, que c'est un petit peu biaisé tout ça? Si. Et d'ailleurs, par exemple, un autre sujet là, qui n'est pas directement lié, mais nous, on fait partie de Publicis.
Et il y a aussi un truc de greenwashing, mais en même temps, il est de plus en plus encadré, le greenwashing. Et là, on est en train de travailler sur un outil pour donner un premier diagnostic grâce à l'intelligence artificielle aux gens qui veulent faire du greenwashing. Aux gens qui veulent faire des spots publicitaires pour leur dire sur 9 principes et ce qu'ils sont avant qu'ils le soumettent vraiment définitivement, mais pour leur permettre d'itérer et d'améliorer. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ces législations sur le greenwashing, en fait, souvent, ils les poussent à venir nous voir en disant j'aimerais bien raconter ça, mais honnêtement, aujourd'hui, si je le fais, c'est du greenwashing. Est-ce que vous pouvez nous aider à transformer l'entreprise pour qu'on puisse le dire sans que ce soit du greenwashing ? Et là, par exemple, je trouve que ça commence à être intéressant. Donc oui, je suis d'accord avec vous, il faut que ça sorte de la RSE, il faut que ce soit plus comme le digital à un moment est sorti de la fonction marketing ou digital, donc, et que ça devienne le sujet de tout le monde. Mais je trouve par exemple, on parlait avec quelqu'un de Saint-Gobain, qui a des vrais sujets de courbes de montée en chauffe de ses fours, parce qu'énormément d'empreintes vient de là. Et lui, il n'est pas directeur RSE, mais c'est un vrai sujet opérationnel pour lui, donc je pense que c'est... Nous, on cherche à l'encourager, mais je suis d'accord avec vous sur le fait que, c'est pas encore toujours... En tout cas, pour ceux qui sont dans cette salle, je vous invite à... Moi, j'étais pas sensible à tout ça. J'ai fait la fresque du climat. Et honnêtement, c'est un nouveau regard. Je vous invite à la faire si vous l'avez pas fait, vraiment. On va vous laisser partir, mais en particulier ceux qui ont pris la parole, si vous voulez bien passer juste 2 minutes pour nous donner vos coordonnées, parce que j'aimerais bien mieux comprendre vos contextes et poursuivre la conversation, ce serait très intéressant pour nous. Merci beaucoup à tous de votre présence et de vos participations. Merci à tous.